Ok, bah écoute, merci Baptiste là, pour cette intro. Donc effectivement, là aujourd'hui, donc on va parler technique et économie autour de la place de la haie dans les parcelles. Donc on va intervenir à deux, donc moi-même et puis Eddy Clérand donc de la Chambre d'agriculture. Alors, moi, je représente donc la société coopérative Agrouf, et puis donc c'est un travail qu'on a mené en partenariat donc avec le réseau Chambre d'agriculture. Donc, Eddy travaille à la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, mais il a travaillé effectivement en réseau à la fois avec les autres chambres d'agriculture qui sont investies sur le thème de la haie, mais également avec le réseau AFAC, puisqu'on a bénéficié, comme vous allez le voir, enfin, du gros travail qui a été fait à l'échelle nationale sur l'élaboration en fait, d'un référentiel technico-économique autour de la production biomasse des haies et de leur entretien. Alors, on a le déroulé de ce webinaire va se faire en quatre étapes. La première, donc moi je vais vous parler effectivement de l'impact des haies sur le rendement des cultures adjacentes donc à cet environnement boisé. Dans un deuxième temps, donc, je passerai la main à Eddy qui va nous parler de la partie haies à proprement parler, donc avec ce référentiel technico-économique et puis les scénarios qu'on a retenus pour la troisième intervention que je vais refaire, que je vais reprendre, où on va essayer d'avoir une approche beaucoup plus synthétique, globale, à l'échelle de la parcelle, où on intègre à la fois la dimension culture et la dimension haies. Et puis, dans un dernier temps, eh bien, on va échanger avec vous, on va essayer de répondre à vos questions, s'il y a des questions. Alors, dans cette première partie, on va parler donc de l'effet de la haie sur la production. L'idée, c'était de voir quels étaient les paramètres importants en fait, qui conditionnent la rentabilité d'une production agricole à côté d'une haie. Et quand on parle de haies, en fait, on va voir qu'il y a plusieurs types de haies, hein, des haies larges, des haies fines, plus ou moins entretenues et qui ont chacune un impact différent en termes d'efficacité, par exemple, pour le brise-vent. Donc, l'idée de cette action, ça sera de voir, de produire une chronologie de rendement annuel selon une certaine rotation de culture, et puis de donner en fait les éléments pour le calcul tout simplement de la marge brute à l'échelle de l'hectare semé occupé par la culture, et puis à l'échelle de l'hectare global en intégrant la surface d'emprise des haies. Donc, vous voyez, en fait, quand on parle donc d'une combinaison et culture, ce n'est pas toujours simple, effectivement. Donc là, on se rapporte un petit peu au précédent webinaire qui vous a parlé un peu de l'effet microclimatique des haies sur la culture. Parce qu'en fait, l'effet de la haie sur la culture va dépendre un petit peu de trois types de paramètres. Il y a d'abord l'effet microclimatique, donc dans quelle mesure la haie va pouvoir freiner, protéger la culture du vent dominant ou du vent selon les différentes orientations. Il va y avoir aussi après l'effet interaction, donc là on parle plus d'effets localisés au pied de l'arbre, où il va y avoir des phénomènes surtout de compétition pour le partage des ressources en eau, en nutriments, en lumière, qui peuvent être parfois positifs, hein. Donc là, on va parler plutôt de facilitation. Et puis après, il y a toute une gamme de services ou de disservices quand c'est négatif sur la biodiversité, l'amélioration de la structure et de la fertilité du sol, les histoires de contrôle de l'érosion ou de qualité de l'eau. Alors, cette partie-là, on ne l'a pas intégrée dans le modèle parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile en fait, de donner une valeur monétaire en fait, hein, à ces services, même s'il y en a certains où on pourrait l'approcher, comme la qualité de l'eau, hein, par exemple. Mais nous, on s'est surtout focalisé en fait, sur les deux premiers aspects. Alors, comment on a procédé? Donc, on a créé un modèle, comme Baptiste l'a dit. On s'est basé d'une part sur l'étude bibliographique existante qui nous avait servi effectivement dans l'action 2.3 donc qu'on vous a présenté lors du webinaire précédent. Donc, on s'est basé sur pas mal d'expériences de terrain, de projets de recherche en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une parcelle qui faisait partie d'un réseau, d'un observatoire
qui a duré pendant plus d'une quinzaine d'années avec une dizaine d'agriculteurs, où on a utilisé l'imagerie aérienne pour faire un suivi très fin de ces phénomènes microclimatiques et de leur impact sur le rendement. À côté de ça, donc, nous-mêmes, dans le cadre de Respire, on a fait des suivis de parcelles, donc dans les pays de la Loire, dans la vallée du Rhône, où il y a pas mal de problèmes de vent, justement. Et donc, ça nous a permis justement de calibrer aussi notre approche et l'intégration en fait dans le modèle. Alors, comment on a procédé? Forcément, on a dû faire un petit peu des simplifications parce que ce modèle, on l'a écrit sur Excel. Donc, on est parti non pas sur des parcelles réelles, mais plutôt théoriques, de forme carrée ou rectangulaire. Donc, on a essayé de traduire un petit peu l'effet microclimatique que vous voyez sur le schéma juste en dessous de la photo, où on a souvent un effet dépressif au pied de la haie, et puis après un effet plutôt positif sur une certaine distance par rapport à la haie, qui est souvent dépendant en fait du nombre de hauteurs de haies. Donc, c'est ce qu'on appelle H. Donc, on a une haie qui, par exemple, qui fait 10 mètres de hauteur, et bien, on peut avoir un effet positif, là, en l'occurrence, entre 5H et 10H, donc entre 50 mètres et 100 mètres dans cet exemple. Donc, les paramètres qu'on a retenus dans notre modèle, eh bien, ça a été d'une part de pouvoir faire une simulation à l'échelle de la parcelle et qu'on a ramené aussi à l'hectare. On a introduit la possibilité d'avoir une haie de chaque côté de la parcelle, donc est, ouest, est, nord et sud. Et puis, on a travaillé sur différentes durées de cycle. Donc, quand on est dans un objectif en fait, de production de biomasse, eh bien, on va récolter la haie, on va la recéper, la broyer pour faire de la plaquette, par exemple. Et donc, on est sur des cycles tous les 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. C'est les 5 durées qu'on a simulées dans notre travail. Au niveau agricole, on est parti sur des rotations de 4 années maximum, mais ça c'est quelque chose qui pourrait évoluer, où on peut intégrer des cultures d'hiver et des cultures d'été, sachant que chacune va bénéficier d'un environnement un petit peu différent. Enfin, l'impact de la haie ne va pas se traduire de la même manière sur du maïs ou sur du blé d'hiver, par exemple. Ça, on l'a intégré dans le modèle. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, le modèle se base surtout sur l'effet microclimatique et sur l'effet interaction, et on n'a pas intégré encore les effets services par rapport à la biodiversité ou autre. Alors, quand on parle d'effets ou d'interaction, bien entendu, ça va dépendre du type de haie qu'on va avoir. Alors, on s'est pas mal creusé la tête. En France, on a une typologie de haies qui est très variée. Donc, on est parti du principe qu'on allait simuler une haie bien gérée, entre guillemets, c'est-à-dire avec une production labellisée de type label haie, par exemple, avec un plan de gestion adapté à cette production. Donc, on va faire une récolte de biomasse donc à intervalles réguliers. Et à contrario, eh bien, on a décidé de comparer en fait avec un scénario où on aurait une haie dont l'objectif n'est pas du tout donc, de faire de la biomasse, mais elle est plutôt vécue, on va dire, comme une contrainte. Et on a où là, l'agriculteur va chercher surtout à contrôler l'emprise du houppier pour pas que ça fasse trop de concurrence avec la culture qui est en abord. Donc là, on a une intervention quasiment tous les ans sur cette haie. Et Eddy va expliquer ça un petit peu par la suite. Alors, dans ce cas de figure d'emprise, où on va contrôler l'emprise, on peut avoir différents cas de figure. Au début, lorsqu'on intervient les premières années, on peut avoir une haie assez homogène et qui va quand même remplir un effet brisement, malgré tout. Mais progressivement, le risque est fort d'avoir une dégradation avec des trouées qui vont intervenir, comme dans les photos du bas, d'autant plus si on intervient également sur la hauteur directement, avec encore une fois des interventions annuelles. Alors, si je prends le premier cas de figure, un scénario qu'on a appelé production durable de bois, on est donc sur une haie labellisée, donc ça engendre des coûts de gestion qu'on a intégrés dans le modèle, on le verra tout à l'heure. Donc, on recèpe régulièrement, et ça, par rapport à l'impact microclimatique, eh bien, tout simplement, c'est qu'on va avoir, quand on va recéper, les années qui vont suivre, eh bien, forcément, on aura un effet brisement qui va être moindre,
il faudra attendre que la haie repousse pour qu'on ait un effet positif sur les aspects microclimatiques. Alors qu'à contrario, avec le scénario et contrôle d'emprise, là, on n'intervient pas sur la haie, donc on a une hauteur qui est relativement homogène sur la totalité du cycle. Donc ça, c'est deux différences importantes. L'autre différence importante, c'est la surface d'emprise au sol. Lorsqu'on a un scénario comme ce que vous voyez à l'image, eh bien, la surface de la haie va être beaucoup plus importante. Elle peut être entre 5 et 10 mètres de large. Et donc, forcément, ça va empiéter sur la surface cultivée et donc ça va diminuer la production globale à la parcelle. A contrario, dans le scénario que vous avez ici, où on va contrôler l'emprise, on a des largeurs de haies qui sont beaucoup plus réduites, entre 2 mètres et 4 mètres. Alors, du coup, là, dans ce cas de figure, on peut peut-être avoir une porosité qui sera un peu moins efficace que dans le premier cas. Par contre, on va gagner effectivement en surface cultivée. Et on va voir un petit peu, justement, dans ces deux scénarios, eh bien, qu'est-ce qui va être important, en fait, en termes d'impact. Bon, ce scénario de haie dégradée, on ne l'a pas simulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très compliqué de voir à quel rythme la dégradation va avoir lieu. Et puis surtout, c'est assez compliqué de bien mesurer l'impact de cette dégradation bien sur le rendement de la culture adjacente. En fait, les trouées que vous voyez sur la photo vont souvent canaliser, vont créer des couloirs d'air et qui peuvent avoir des effets très négatifs sur la culture. Mais on peut avoir des effets tourbillons, on peut avoir malgré tout des effets positifs quand on a des séquences de haies qui sont plus ou moins entretenues ou en tout cas encore existantes. Donc c'était assez compliqué de simuler ça et puis voilà, on a préféré rester en fait sur le premier modèle relativement favorable, on va dire, mais le risque effectivement de dégradation est bel et bien là. Par contre, on a simulé ce cas de figure où là, on intervient en fait donc, annuellement, de manière latérale, mais également aussi au niveau de la hauteur de la haie. Si vous regardez bien sur la photo, ici, on est sur une haie qui est régulièrement raccourcie en termes de hauteur à peu près 2 mètres de haut. Et donc, forcément, la hauteur finale de cette haie, elle ne va pas arriver aux 12 ou 15 mètres comme dans les scénarios précédents, mais là, on sera plutôt à une hauteur 2 fois moindre, c'est-à-dire 6 ou 7 mètres. Donc, ce scénario, on l'a simulé. Alors, la question centrale là-dedans, c'est effectivement l'impact de la porosité et de l'homogénéité de la haie par rapport à cette efficacité brise-vent. La deuxième question, c'est aussi l'intensité du vent, c'est-à-dire qu'en fait, entre un vent de 20 km/h jusqu'à 40, 60, 80 km/h, eh bien, on va avoir aussi un effet différent selon le type de haie. Alors, il y a quand même quelques données expérimentales qui nous permettent de calibrer un petit peu notre propos. Généralement, ce qu'on remarque, c'est que voilà, on peut avoir un effet assez homogène de la haie sur, on va dire, 10 à 20 H. Donc, selon la hauteur de la haie, ça peut représenter entre 250 et 300 mètres de haie de distance qui va être impacté plutôt favorablement en fait, par la haie. Donc, nous, dans les simulations de base, ce qu'on a retenu, c'est vraiment des valeurs moyennes. On n'a pas voulu donner une valeur trop optimiste pour se laisser la possibilité de dire, ben voilà, là, c'est la valeur de base qu'on a prise. Dans la littérature et sur le terrain, on a pu montrer qu'on avait des effets parfois un peu plus positifs. Alors, quand je dis plus positifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire des distances plus longues d'impact de la haie, mais également une efficacité un peu plus forte. C'est-à-dire que, par exemple, là, nous, on a simulé des gains sur le rendement entre 15 et 20% dans la zone favorable. Mais, par exemple, sur les parcelles qu'on a pu suivre dans la Drôme, on a des cas de figure où on a été jusqu'à plus 30% de rendement sur la surface qui était bien protégée. Donc, on est resté très prudent pour après se laisser la possibilité de faire des études de sensibilité et de faire varier un petit peu ces paramètres-là. Alors, comment ça fonctionne au niveau du modèle sur le module culture? C'est que vous avez ici une parcelle qui est rectangulaire. Donc, on peut simuler des parcelles rectangulaires ou carrées. Vous avez une haie ici qui est située sur la partie nord, avec en rouge une zone
plutôt avec un impact négatif, c'est-à-dire la zone d'interaction arboriculture, la zone de compétition entre les deux, qui peut être parfois un peu positive, hein, mais là, nous, dans notre scénario, on a dit qu'elle était négative. Et puis après, vous avez en vert, bleu, ça dépend le code couleur que vous avez sur vos écrans, on a la zone d'effet microclimatique. Donc, par souci de simplification, on a fait en fait, on a réalisé une approche par zone plutôt que par courbe, mais globalement, en fait, ça revient au même, puisqu'après, on va raisonner en termes de moyenne à l'échelle de la parcelle ou de la surface. Donc, dans notre système, là, ici, vous avez une haie qui va entourer la parcelle, et donc on va cumuler un petit peu donc, ces effets interaction et impact climatique. Et donc, on va avoir des zones de chevauchement aussi dans les coins qui peuvent être favorables. Donc là, vous avez des codes couleurs, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends au nord-ouest, eh bien, on est sur une zone qui va être doublement protégée à la fois par les vents du nord, mais également par les vents d'ouest. Et donc là, on considère que ça va être plutôt positif. Par contre, au niveau de la zone d'interaction, on peut avoir une zone, là, si jamais c'était donc un effet négatif, comme encore une fois ce qu'on a retenu, eh bien, cet effet négatif va être renforcé au niveau des coins de parcelles. À noter qu'en noir, là, vous avez la limite de la parcelle, hein, puisque vous avez la haie qui occupe une partie, et donc vous avez en fait trois types de zones, hein. Une zone qui n'est pas du tout productive pour la culture parce qu'elle est occupée par les arbres, une zone d'interaction, et puis après, donc vous avez ces zones d'effet microclimatique et qui vont évoluer en fait avec l'évolution donc de la croissance des arbres. Lorsqu'ils ont 1 mètre, eh bien, les zones d'effet vont être très faibles, et puis progressivement, quand ils vont atteindre 10, 15, 20 mètres de hauteur, eh bien, cet effet va changer. Alors, c'est ce que je vous montre très rapidement ici. Là, par exemple, on est sur une... Alors, je vais juste... Hop, j'ai un petit souci de menu. Voilà, je vais le passer. Donc, là, vous avez un exemple avec une parcelle de 100 mètres sur 150 mètres. Quand la haie vient juste d'être plantée ou recépée, ben, les effets sont assez faibles. Ensuite, voilà, quand les arbres vont commencer à grandir, ici, ils font 5 mètres de hauteur. Vous voyez que assez rapidement, l'effet va être positif. Ici, à l'année 10, avec des haies de 10 mètres de hauteur environ, il ne reste plus qu'un petit carré au milieu où il n'y a aucun effet ni de microclimatique ni d'interaction. Et plus on avance dans le temps, et plus si on laisse pousser la haie, surtout dans ce type de parcelle qui est assez petite, hein, puisque 100 mètres sur 150 mètres, ça ne fait pas une surface énorme, on peut avoir donc dans les petites parcelles un couplage, un chevauchement en fait de ces zones. Voilà, donc à 15 mètres. Et puis là, ici, si jamais on allait jusqu'à 20 ans et en laissant pousser au maximum la haie, on peut vraiment avoir un effet total sur la parcelle. Alors bien entendu, après, si je prends des parcelles de 10 hectares, 20 hectares ou 30 hectares, eh bien, les effets seront, l'impact ne sera pas le même. Alors, nous, dans notre scénario, on n'a retenu que des parcelles carrées pour faciliter la comparaison. Voilà un peu les paramètres et les données spécifiques à chacun de ces paramètres qu'on a retenus. On a considéré 3 scénarios. La parcelle témoin, donc sans haies, pour la comparaison voilà, avec nos scénarios avec haies. On a considéré un scénario avec une production de boîtes durables, donc avec un recépage, une production labellisée, avec une surface d'emprise de 5 mètres, donc ce qui fait une surface cultivée de 90 à 95% par rapport à la parcelle d'origine. Une hauteur de haie qui arrive jusqu'à 12 mètres, et puis après on la recèpe. Une efficacité brisement qui peut aller de 25 à 60% et des gains maximum sur le rendement qui peuvent aller de 15 à 30. En fait, en réalité, on est resté à 20%. Et des distances d'effet qui peuvent aller de 14 à 18
Et là, en fait, en général, on a pris le minimum, on a pris 14 mètres. Et après, vous avez le scénario contrôle d'emprise avec une haie moins large, donc une surface cultivée plus importante, mais un effet en termes de brisement qui est légèrement inférieur et une distance d'effet aussi qui va être pas tout à fait la même. On a pris une rotation de 4 années, blé, culture fourragère, orge et maïs, pour avoir pour avoir une situation un peu réaliste. Et voilà un peu ce que ça donne après en termes d'impact sur le rendement. Vous avez ici donc, alors en marge relative, on a utilisé la marge brute de la parcelle témoin grande culture, donc 100 haies, en base 100. Donc là, on va se situer donc par rapport à ce témoin agricole. Et les chiffres, la courbe que vous voyez, c'est pour un cycle de 10 ans, une haie qu'on va recéper tous les 10 ans pour le scénario production de bois durable. Et les chiffres que vous voyez également, ce sont les rendements relatifs, mais par hectare semé, donc uniquement sur la surface qui est occupée par la culture. Donc, on voit qu'effectivement, dans le scénario production durable, les premières années, eh bien, on part d'un rendement qui est proche du témoin, forcément, puisque les arbres sont tout petits. Et à partir de la 5e année, eh bien là, on commence à avoir un effet positif des arbres, et jusqu'à l'année 10 où on va recéper. On est sur une parcelle de 4 hectares, ce que j'ai oublié de dire, donc c'est plutôt une petite parcelle. Et donc, en fait, en fin de cycle, on va arriver un peu à justement ce que je vous ai montré juste à l'instant. On va avoir un chevauchement un petit peu des effets et qui fait que voilà, on va peut-être plafonner en termes d'impact positif. En rouge, vous avez le scénario contrôle d'emprise. Donc lui, l'effet brisement, il est immédiat. Et puis, on a une surface cultivée plus importante. Donc, voilà, là, on a un effet finalement qui est malgré tout intéressant, à la condition d'avoir une haie contrôle d'emprise homogène et d'une hauteur satisfaisante, comme ce que je vous avais montré sur la photo précédente. Et si on est sur une haie qu'on aura contrôlée latéralement, mais également au niveau hauteur, eh bien, on va avoir un effet qui va être un peu moins intéressant, forcément, parce que en fait, les haies sont trop courtes pour assurer vraiment pleinement un effet microclimatique. Mais il reste quand même assez intéressant par rapport à une situation avec absence de haies. Si maintenant j'intègre l'ensemble de la parcelle, c'est-à-dire que là je prends le rendement sur l'ensemble de la parcelle, y compris la surface d'emprise des haies, forcément, et bien donc là on va diminuer cet effet positif. Il reste pour les deux scénarios qu'on a choisis là, et bien il reste malgré tout assez intéressant puisqu'on montre qu'on fait aussi bien malgré la surface occupée par les arbres, on fait aussi bien que le scénario agricole sans haies. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que voilà, on montre qu'effectivement, on a un effet assez positif donc, par hectare semé et qui vient compenser la perte de surface occupée par les haies, y compris dans le scénario durable, encore une fois, où je vous rappelle qu'on est à 5 mètres. Donc ça enlève quand même entre 5 et 10% de la surface cultivée selon les scénarios. Alors bien entendu, si je rajoute aussi le cas de la haie dégradée, où on a contrôlé également la hauteur de la haie dans le scénario contrôle d'emprise, là par contre ça devient moins intéressant et malgré l'effet positif léger qu'on pouvait avoir auparavant, et bien quand on intègre la surface d'emprise de la haie, là c'est un scénario qui n'est plus intéressant pour l'agriculteur. Alors, je vous avais montré un exemple avec 4 hectares, mais finalement, donc là, ici, ce que vous voyez à l'écran, on a simulé, on a fait une étude de sensibilité pour voir un petit peu, voilà, si j'augmente en fait progressivement la surface de ma haie avec les paramètres que je vous ai cités tout à l'heure en termes de porosité et de gain de rendement, finalement, essayer de trouver à partir de quel moment ça devient de plus en plus intéressant en fait en termes d'unité de maille bocagère. Là, ici, sur cet exemple, on voit qu'à partir de 6 hectares, finalement, ça serait un petit peu une surface minimale à partir de laquelle
il n'y a plus beaucoup d'effets positifs dont on peut attendre. C'est surtout voilà, entre les petites parcelles, donc de 2, 3, 4 hectares, où là, on pourrait se poser la question de l'intérêt par rapport au rendement de la culture, par rapport à une maille qui serait plus intéressante d'un point de vue rendement, donc qui serait de 6, 9 ou 16 hectares. Alors, il faut modérer ce propos en disant qu'ici, on ne mesure que l'effet microclimatique ou interaction. Encore une fois, on n'a pas intégré là-dedans les services rendus pour d'autres aspects, d'autres paramètres, comme par exemple la biodiversité et la lutte biologique, où là, on pourrait peut-être être tenté de penser que, avec 4 hectares, ça serait peut-être plus intéressant par rapport à la production agricole. Donc ça, cet aspect-là, on ne l'a pas intégré ici. Là, on est vraiment sur des aspects purement biophysiques. Alors, ici, vous avez une étude de sensibilité, justement, où on a, d'un côté, vous avez la longueur du côté de la parcelle, qui représente finalement, comme on est sur des parcelles carrées, ça représente en fait la surface de la parcelle en hectares. Vous voyez, à droite, sur l'échelle, on fait varier de 1 à 36 hectares. Et en ordonnée, vous avez la distance d'impact en nombre de haches de la hauteur des arbres sur le rendement. Et les chiffres que vous avez, eh bien, c'est le rendement relatif du scénario production de bois durable dans les différents cas de figure. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, là, où on aura le plus d'effets positifs, donc c'est dans les cellules vertes, c'est quand on aura des distances d'impact d'au moins égales à 13 H. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, en règle générale, ce qu'on observe, c'est plutôt entre 14 et 18 H dans la littérature et sur les expériences de terrain. Donc, on est bien dans cette gamme-là. Et puis après, par rapport à la question de la surface, on voit aussi ici qu'à partir de 6 hectares jusqu'à 36 hectares, on a un effet qui est assez intéressant. Pour les toutes petites parcelles, effectivement, la question se pose. Alors ici, je vous indique simplement, par exemple, en vert, c'est effectivement les conditions dans lesquelles on est pour un scénario de production de bois durable. Et en jaune et en rouge, on serait plutôt là dans les situations de scénario contrôle d'emprise. Et ce qui est important de souligner, c'est encore une fois, c'est que dans le scénario et d'emprise, il y a le grand risque de dégradation et d'aller forcément d'aller vers la gauche en fait du tableau, quoi. Voilà. Donc, je vais passer la main à Eddy. Là, c'était simplement la partie impact sur le rendement. Eddy va vous présenter maintenant le référentiel et les scénarios qu'on a retenus pour la partie E. Et ensuite, je reprendrai la main pour vous montrer les résultats globaux à la parcelle, où on va intégrer à la fois la marge brute agricole, la marge brute E, pour voir la marge brute à l'échelle d'une parcelle bocagère. Donc, Eddy, je te laisse la main. Oui, merci Fabien. Oui, je vais vous présenter le travail réalisé par la Chambre d'agriculture de Normandie. Et on avait associé, dans le cadre d'un comité technique pour suivre ces travaux-là, les partenaires de la fac agroforesterie, Agrouf et la Fédération des associations de boisements de la Manche qui sont dans le projet Respect. Alors, l'objectif de notre travail, c'était à partir d'enquêtes, produire des références en termes de coûts, recettes et surtout arriver à des marges brutes concernant la gestion des haies, et donc ce par type de haie et mode de gestion. Donc ça, c'est le cadre général. Et le résultat attendu, c'est la constitution d'un référentiel coût-recette marge brute pour donc obtenir les marges brutes du système global, à savoir le système haie plus culture. Donc en gros, on a réalisé des enquêtes, on a fait un référentiel, et ensuite, on a constitué une base de données pour arriver au calcul des marges brutes. Alors, on a commencé donc les enquêtes avec le lycée agricole de Coutances, et ça nous a permis de se poser des questions sur quelles sont les pratiques de gestion actuelles de la haie, quelles étaient les données à prendre en compte. Donc, ce premier travail-là a été assez enrichissant et donc a été valorisé au sein du lycée agricole de Coutances.
Alors, en termes de méthodologie, c'était important. Alors, le travail réalisé sur le lycée agricole de Coutances, ça nous a permis en fait de caler une méthode de travail qui a été donc élaborée dès 2020. Et là, donc, je vais simplement vous présenter quelques éléments de méthode qui sont importants pour la suite des travaux. Là, donc, il s'agissait de savoir sur quel type de haie on allait travailler. Et en fait, au final, on a travaillé sur des types de haies qui permettent de récolter du bois. Et donc, en fait, ça revient donc à sélectionner des haies, des types de haies, pardon, qui sont gérés par des coupes de recépage ou par des tailles de récolte de bois. Quand je parle de taille, je pense en particulier aux arbres émondés et aux arbres têtards. Et donc forcément, tous les types qui sont composés de ces éléments-là, quoi. Donc là, vous avez quelques éléments qui sont présentés donc à partir du référentiel de la fac agroforesterie, référentiel national. Alors, sur les enquêtes, en fait, on a réalisé 2 enquêtes. Donc, dans un premier temps, la méthode consistait à donc enquêter des experts. Donc, Fabien vous l'a dit donc en introduction, les experts des réseaux donc AFAC Agroforesterie et les experts de la Chambre d'agriculture. Cette enquête-là a ensuite été complétée par une enquête agriculteur. Donc, une enquête agriculteur dans le département de la Manche en associant la Fédération des associations de boisement de la Manche. Et puis, on a eu l'occasion de nouer un partenariat avec les CUMA de Normandie qui, à ce moment-là, faisait donc une enquête sur l'utilisation du matériel de taille de haie. Et donc, on a donc complété cette enquête-là, ce qui nous a permis d'étoffer le nombre d'enquêtes et surtout la masse de données. Parce que les enquêtes réalisées auprès des référentiels, des référents, pardon, étaient parfois partielles, et donc on n'avait pas nécessairement toutes les données, c'était vraiment en fonction de l'expertise de chaque référent. Alors, les domaines enquêtés, en fait, ça a été donc tout ce qui concerne les productivités des haies. Ça a été les données qui concernent les productions de bois, les données de pratiques de gestion et également les données concernant les matériels et donc la main-d'œuvre sur les haies. Donc, ne figure pas à ce stade-là tout ce qui concerne la plantation de haies parce que le référentiel existait déjà et en fait, on l'a simplement actualisé de la même façon qu'on n'avait pas au départ envisagé de travailler sur tout ce qui était référence sur les chantiers de production de plaquettes de bois énergie. Et en fait, au final, donc avec la fac agroforesterie et le label haie, donc des références ont été produites pour compléter les références existantes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc là, je vous présente rapidement les outils d'entretien de la haie. Donc là, c'est vraiment un premier panel d'outils qui servent à l'entretien et au maintien des haies. Donc là, on est plutôt dans le registre des dépenses d'entretien, avec, vous voyez sur donc, les photos de gauche, les pareuses avec la débroussailleuse, c'est quelque chose d'assez classique. Donc le lamier donc assis circulaire qui est aussi assez classique et puis 2 autres matériels un petit peu moins répandus avec le sécateur et puis donc le lamier à couteau. Donc vous voyez des disques auxquels sont associés des couteaux pour tailler les petites branches. Voilà. Donc, il y a sur la diapo suivante donc un deuxième panel d'outils, en fait, là, qui sont des outils de coupe, de récolte de bois et de transformation de bois. Donc, ça, c'est le domaine plus de la production du bois. Donc, le premier outil, c'est bien connu, c'est la tronçonneuse. Et puis, on assiste aujourd'hui à l'arrivée des coupeurs-abatteurs. Alors, en fonction des régions enquêtées, en fait, on a pu voir en particulier avec des partenaires
comme je pense aux partenaires des Deux-Sèvres, Bocage Pays Branché, qui nous ont donc bien aidés dans l'enquête auprès des agriculteurs. Donc des outils coupants. Et donc là, j'ai pris une photo avec un matériel coupant, ce qui évite de repasser derrière pour recouper les souches quand les tailles sont mal réalisées. Et donc, le dernier matériel, c'est simplement un chantier de déchiquetage. Là, il s'agit de la transformation de bois pour le bois énergie. Donc, voilà. Donc, un élément que je retiens de l'étude d'Irène Burkhardt, qui était en fait à la Fédération des CUMA de Normandie et qui a fait l'enquête CUMA et qui a fait une partie également de l'enquête qui nous a servi pour le référentiel. Donc, dans les données qu'elle a recueillies, donc, elle a montré que en fait, les matériels actuels d'entretien de la strate haute étaient surtout réalisés par des lamiers, des épareuses débroussailleuses à couteau, mais également la tronçonneuse. Donc ça, c'est les trois matériels principaux et qu'aujourd'hui, on assiste en particulier en Normandie à l'intervention de têtes d'abattage de type sécateur, quoi. Après, il y a deux autres matériels un petit peu moins utilisés avec les scies circulaires et les haies sécateurs, enfin les tailles haies sécateurs. Sur la strate basse, en fait, on a une prédominance en fait, des outils de débroussailleuses mécaniques, avec les pareuses débroussailleuses soit à couteau, soit à marteau, et les broyeurs d'accotement. Alors là, simplement une diapositive pour vous présenter le résultat en termes de l'enquête qui nous a permis de constituer la base de données coûts de plantation. Donc, on a des données qui sont là sur des coûts et donc on est en train de les réévaluer. Donc là, vous avez l'exemple sur la Manche. Il faut savoir qu'il y a également une réévaluation qui est faite au niveau national et ce sera valable pour l'ensemble des données. À retenir également que toutes ces données-là, en fait, sont ensuite réutilisées pour faire les calculs de marge brute qui sont en fait donc l'objectif final pour l'atelier haies. Donc la même chose pour le coût des matériels. Simplement, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les données de coût. En fait, ils seront précisés dans le référentiel. La même chose, donc ils sont réutilisés dans une base de données qui permettent ensuite de calculer les marges brutes. Voilà. On a également fait ce travail-là pour les coûts de gestion sur les productivités des haies, également sur la diapo suivante. Voilà, alors sur la productivité des haies aujourd'hui, donc on a un référentiel constitué de données issues des constats des experts. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a aussi des résultats qui proviennent des chantiers, en particulier des résultats de l'action 1 respect, qui va nous permettre d'affiner ces données-là progressivement. Et en fait, ce sont des références en continu que l'on mène donc avec les partenaires. Alors, pour la suite de l'enquête, il y a une donnée importante, c'est que donc on a tablé sur donc une récolte moyenne pour le calcul des marges brutes de 10 tonnes de matière verte au 100 mètres linéaires. Donc ça, c'est important. Alors ensuite, donc là, on est sur les coûts de production, en fait. Donc là, sur les coûts de production, c'est le travail qui a été réalisé donc avec la FAC Agroforesterie et en particulier donc avec les CUMA de Normandie. Donc, ce qui a été précisé par rapport aux références que l'on avait, c'est que là, on a des coûts de production, de transformation, de coupe et de transformation de bois, donc avec ou sans main-d'œuvre agricole.
Et en même temps, on a distingué en fait les interventions qui peuvent être soit matérielles, enfin manuelles ou mécaniques, et puis en même temps en distinguant les chantiers qui se réalisent uniquement donc en coupe basse ou alors en coupe basse et coupe haute lorsqu'on a des émondages à faire. Alors, donc toutes ces données-là nous ont permis ensuite de faire des scénarios de calcul des premières marges brutes. C'est pour ça que je les appelle marges brutes théoriques. En fait, ils sont basés en fait sur les déclarations en fait d'itinéraires techniques courants réalisés par les agriculteurs. Donc là, on a fait une petite quantité qui montre en fait qu'on peut avoir des marges brutes qui peuvent être extrêmement variables en fonction des paramètres. Donc ça, c'est vraiment important à retenir, c'est que en fait, les marges brutes, elles vont dépendre en fait des paramétrages que l'on met en place. Et là, il y a trois situations. Là, il y a une première situation où la marge brute théorique donc, est située entre 45 € et voire moins 90 €. Et en fait, la différence ici, c'est le paramètre de valorisation, puisque même on était sur une petite valorisation, une petite production de bois, c'est des taillis arbustifs. Et donc, on a donc un scénario de valorisation donc avec la plaquette énergie ou alors par économie de substitution de la plaquette de bois, enfin de la paille par la plaquette de bois pour les litières. Du coup, ça crée la différence. Le deuxième exemple, c'est donc la haie ancienne avec des taillis d'arbres sur culture. Donc là, on a donc des entretiens donc courants importants et avec des cycles très très rapprochés de taille, qui fait qu'on a une marge brute donc négative à moins 500 € par kilomètre et par an. Alors c'est ce que j'ai pas dit, mais c'est précisé sur le petit encart donc sur la gauche. En fait, on est sur des marges brutes en euros par kilomètre et par an. Et le dernier exemple, en fait, là, on est sur donc une haie de taillis d'arbres sur prairie. Et là, c'est pareil, on a donc des marges brutes qui vont varier là, de 60 à 400 € par kilomètre et par an. Mais en fait, là, c'est simplement parce que dans le cas le plus favorable, j'ai pris une valorisation vraiment de niche qui est le paillage, une valorisation par paillage horticole. Donc, enfin, la question des filières peuvent être importantes en tous les cas pour l'atelier donc est, ce qui sera peut-être différent par rapport à l'ensemble du système parcelle plus atelier. Donc on voit bien que les marges brutes donc, sont variables. Donc là, j'ai simplement indiqué des éléments qui sont déterminants pour fixer ces marges brutes-là. En particulier, c'est les charges d'entretien donc, annuelles. Donc elles sont redonnantes, elles arrivent tous les ans. Et donc ça pèse beaucoup dans le calcul des marges. En même temps, il faut se dire que les recettes du bois, en fait, elles sont différées. C'est des recettes qui sont pour des cycles courts, donc récolte à 10 ans, et sur des cycles plus longs, jusqu'à 30 ans, par exemple. On a des écarts également sur la productivité des haies, donc des écarts qui peuvent aller de 1 à 5, donc ça joue également. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'atelier haie, en tous les cas, donc on peut avoir des écarts de 1 à 3, voire 10 sur la filière de valorisation du bois. Ce que je dois préciser, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a exclu de l'étude en fait, tout ce qui était valorisation d'arbres de Auger pour des raisons de durée de cycle et également le fait que l'arbre de Auger n'est pas intégré donc, à l'économie de l'exploitation agricole, mais plutôt de la propriété foncière agricole. Voilà. Et donc, à partir de ces éléments-là, ça nous a conduit à se dire, voilà, pour présenter des résultats, et donc il est préférable de montrer donc l'application du référentiel sur les calculs des marges brutes sur des itinéraires démonstratifs. Et là, vous allez reconnaître en fait
donc les itinéraires qui ont été présentés tout à l'heure par Fabien. C'est-à-dire là, on a 2 itinéraires techniques. Et là, donc, vous allez voir que on a des interventions qui sont bien différenciées entre un itinéraire culture pour la production durable de bois, où là, en fait, on est, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a pris une productivité moyenne, qui est la productivité donc des chantiers moyens de l'action 1 de respect, de 10 tonnes aux 100 mètres linéaires à la récolte. Et puis, donc un scénario de valorisation en filière la quête de bois énergie, avec un entretien simple en pied de haie, sans intervention sur les arbres, mais en prenant en compte tout ce qui est donc frais de gestion de la haie, en particulier par rapport au plan de gestion. Et puis un deuxième itinéraire bien différencié qui est l'itinéraire de contrôle d'emprise, où là on va faire en fait on va maîtriser en fait le développement de la haie pour au profit des cultures sur les parcelles. Donc là il s'agit en fait d'entretien du bord de champ et de taille annuelle mécanique, et également de taille, alors là, dans le modèle, on est sur des tailles tous les 5 ans, en taille intermédiaire en lamier. Donc sur ce modèle-là, forcément, donc là, on n'a pas intégré de récolte de bois pour bien montrer les différences. Et sur les photos, les différentes pratiques sur les 2 modèles. Et la diapo suivante présente également les itinéraires qui sont associés à ces modèles. Donc là, vous avez donc sur en fait la colonne du milieu, donc les photos qui présentent des situations de haies en production de bois, et donc là avec des largeurs au sol plus importantes, et par contre une dynamique de développement du houppier, donc entre le moment où on coupe le bois et au moment où on est à la veille de la récolte, selon des cycles qui peuvent être différents en fonction de la productivité de la haie et de la station. Donc sur la colonne de droite, la même chose. Là, on est sur des modèles d'entretien, donc en itinéraire contrôle d'emprise. Et là, donc, une haie à proximité d'une culture qui est taillée régulièrement, et la même chose à proximité en fait d'une culture maïs sur la photo donc de droite en bas. Voilà, donc du coup, donc tout ça, ça nous a permis de travailler donc en commun vers un modèle donc respect, où on a rentré ces données-là. Et là, donc, ce qui est présenté, c'est finalement les résultats marge brute, mais donc, et c'est enfin, du modèle donc respect, hein, c'est le modèle qui associe culture et puis le modèle, enfin l'atelier est. Et simplement, là, sont reportés de ce modèle du système uniquement la partie qui concerne la haie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une colonne qui présente en fait les résultats en termes de coûts, recettes et de marge brute au niveau de la parcelle, parce que le modèle est du système agroforestier est parcellaire. Et donc, simplement, j'ai remis en face la correspondance en euros par kilomètre et par an pour voir comment on se situait par rapport aux premiers essais de calcul de marge brute que nous avons fait au départ. Et donc, sur l'itinéraire 1, donc on retrouve une marge brute finalement positive de 240 euros, qui est en fait une marge brute moyenne par rapport au premier calcul que l'on avait fait. Et puis, sur l'itinéraire de contrôle d'emprise, donc du coup, on est dans le scénario avec un entretien important en termes de taille de haie. On a une marge brute négative de l'ordre de 400 euros en déficit, moins 408 euros, et qui correspond en gros aux 500 euros qu'on avait trouvé initialement. Voilà.
Et donc là, c'est présenter la partie atelier haies et Fabien va vous présenter finalement l'ensemble du modèle. Ouais, merci Eddy. Donc effectivement, donc là on a un premier aperçu en fait de marge brute par kilomètre. Nous après dans le modèle on va raisonner plutôt par hectare ou par parcelle, hein, comme tout à l'heure. Donc on va faire un petit calcul pour qu'on puisse comparer aussi avec les résultats culture. Donc là je vous ai parlé tout à l'heure du modèle. Donc on n'a pas encore donné de nom, hein, à ce modèle. Donc on va réfléchir. Mais qu'est-ce que permet de faire ce modèle? C'est sur tableur, hein, sur Excel. Il nous permet en fait de comparer un scénario agricole sans haies avec deux scénarios haies. Comme ça, on peut comparer en simultané en fait trois scénarios ensemble. Et donc là, en l'occurrence, ben, on a dans ce que je vais vous présenter, ben, il y avait le scénario bois durable et puis le scénario en prise, par exemple. Mais on pourrait faire d'autres types de scénarios, bien entendu, quoi. Pour chaque scénario, on a 5 durées de cycle qui sont simulées, donc 10, 15, 20, 25, 30 ans, pour prendre effectivement les durées qu'on vient d'entendre avec Eddy. On peut choisir de planter une haie, donc partir de zéro, et on regarde depuis la plantation jusqu'à la coupe, ou partir de haies existantes. Les résultats donc, sont produits à l'échelle de l'hectare et de la parcelle, mais pas encore de l'exploitation en entier. Par contre, on prend la surface totale de l'exploitation et le linéaire total de haies en compte, parce qu'il y a des produits, enfin des coûts de gestion, comme Eddy a montré, comme par exemple les plans de gestion ou des choses comme ça, qui vont être ramenés au linéaire existant donc, sur l'exploitation. Voilà, on a besoin de ventiler certaines charges pour les ramener à l'hectare ou à la parcelle. Donc, les sorties, c'est quoi? C'est le temps de travail, la marge brute, où on va distinguer, dans le cas des scénarios et la partie culture, la partie et puis l'ensemble, donc culture plus et. On a plusieurs critères. On a la marge brute cumulée sur les 5 premières années. C'est toujours un critère intéressant pour, voilà, à court terme, hein, pour les agriculteurs, mais aussi, donc, bien entendu, la marge brute sur l'ensemble du cycle, et puis en moyenne. Dans le cas notamment des projets avec plantation, on a aussi les mêmes résultats, mais qu'on va actualiser avec un taux d'actualisation. C'est assez courant, hein, dans tous les études de scénario où on a des arbres sur des cycles qui vont jusqu'à 30 ans, hein, notamment, simplement pour prendre en compte l'effet temps, parce qu'un euro qu'on va gagner dans 30 ans n'a pas la même valeur que l'euro qu'on gagne aujourd'hui, donc à court terme. Donc, on a cette possibilité-là aussi de comparer des marges brutes actualisées sur le long terme. Et puis, ça, c'est l'intérêt aussi d'Excel, c'est qu'on peut faire donc des études de sensibilité, comme tout à l'heure je vous ai montré là sur l'impact des haies sur le rendement, et puis également d'optimisation, voilà, avec un objectif pour arriver à tel résultat et en faisant varier tel ou tel paramètre. Ça nous permet de faire des études un peu plus fines pour mesurer les conditions de la rentabilité en fait de ces systèmes avec haies. Alors, comment ça se passe en termes de simulation? D'abord, on va décrire la parcelle avec ses dimensions, les largeurs d'emprise de la haie, les typologies de haies aussi, et notamment la porosité, la hauteur des arbres, etc. Il y a un module culture qu'on va décrire donc au niveau des rotations, rendements, les charges, et puis les produits, et puis aussi les réglementations, les aides-PAC, hein, voilà, qui peuvent être différentes selon qu'on ait une haie ou pas. Et puis les paramètres ici qu'on va intégrer en termes d'interaction entre l'arbre et la culture et les effets microclimatiques. La partie haie, eh bien, ça va être tout ce que vient de décrire Eddy. Donc, on va faire référence à une base de données qui concerne le référentiel qui a été créé avec la fac et les chambres. Donc, les coûts de plantation, les charges d'entretien. Donc, pour chacun des deux scénarios, hein, on peut différencier, hein, bien entendu. Les charges et les produits des chantiers de production quand il y a de la production de biomasse. Et puis, les coûts d'accompagnement en gestion avec pareil, hein, la possibilité de différencier les coûts selon les types de scénarios. Après, il y a la simulation, donc les éléments pour les études de sensibilité, calcul d'optimisation, et puis les paramètres, notamment les taux d'actualisation, on peut différencier selon les scénarios également. En termes de résultats, voilà ce que je viens de dire, hein, donc les marges brutes,
donc en cumulé, mais également aussi en annuel. Hein. Donc, on peut avoir des chronologies à la fois de rendement, mais aussi de marge brute, donc année après année, sur 10 à 30 ans. Alors voilà, par exemple, alors peut-être je peux vous présenter très rapidement le modèle. Alors je vais je vais partager juste sur le modèle. Hop. Voilà, donc juste pour vous donner un petit aperçu hein, du modèle. Donc voilà, vous avez différents onglets avec l'onglet d'introduction, avec les références par rapport au travail qui a été fait, les programmes et les auteurs. Et puis après, vous avez un onglet qu'on a appelé menu avec toutes les données que je viens de citer. Vous voyez, chaque fois, elles sont numérotées, description de la parcelle. Et puis après, en descendant, vous avez les données technico-économiques sur la partie de la culture, les marges brutes, les données liées au haies, qui chaque fois, en fait, vont faire référence à la base de données avec la possibilité de cliquer sur certaines options. Par exemple, ici, est-ce que si jamais on plante une haie, est-ce que ça va être avec talus ou sans talus, avec une bande enherbée ou pas de bande enherbée? Et donc, ça fait appel à du temps de travail et à des coûts chaque fois. Et puis après, vous avez les coûts d'entretien. Et là, pareil, donc les cellules vertes, ce sont les cellules où vous pouvez intervenir pour modifier. Si vous passez une fois ou deux fois le lamier, par exemple, ben voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez changer. Là, c'est uniquement un onglet de pilotage en fait du système. Si vous voulez changer les coûts horaires, là, il faut aller dans l'onglet jaune qui s'appelle base de données, mais qui est plutôt réservé en fait en interne. Et c'est plutôt le réseau qui va actualiser année après année en fait ce référentiel. Alors là, effectivement, à chaque fois qu'on pilote, on a les premiers résultats comme ce que vient de vous montrer Eddy, c'est-à-dire selon les itinéraires techniques de gestion que je vais implémenter ici, et ben, tout de suite, je peux avoir les résultats par hectare et par parcelle que ça va impliquer dans chacun des scénarios, quoi, hein. Et après, ben, les résultats donc, sont des tableaux en fait avec toutes les marges cycle par cycle, et puis chaque fois scénario par scénario. Et donc, vous voyez ici, vous avez l'atelier culture, l'atelier et puis l'ensemble pour le scénario production durable, le production gestion d'emprise. Voilà. Et ça, c'est sur 10 ans. Et puis après, vous avez 15 ans, etc. La même chose en dessous avec tout ce qui va être actualisé. Et puis après, vous avez les marges brutes eh bien, qui sont là pour le coup annuelles, donc soit en valeur absolue, soit en valeur actualisée que vous avez ici. Et puis après, en dessous, vous avez toute la partie de sortie des graphes qui peuvent nous intéresser et qu'on va regarder ensemble maintenant. À côté de ça, vous avez le cœur du système, un onglet par type de scénario. Et c'est là qu'on va calculer la croissance des arbres, l'impact sur la porosité et l'efficacité en termes de brisement, et puis donc les rendements qu'on va avoir année après année. Alors là, ici, c'est des calculs assez compliqués qui tiennent compte aussi des rotations de culture. Alors, je vais juste vous dézoomer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais vous avez un peu tous les résultats année après année. Donc là, normalement, on n'y touche pas. Et vous avez comme ça une dizaine d'onglets, c'est-à-dire 5 onglets pour les 5 cycles différents pour un scénario. Donc là, le scénario emprise et la même chose pour le scénario bois durable. J'arrête ce partage, c'était juste pour vous donner un petit aperçu très, très rapide. Je reprends. Hop. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques sorties. Alors, vous avez donc un très grand nombre de paramètres, hein, donc ça c'est important de le savoir, c'est-à-dire que là je vais vous montrer quelques exemples, mais ça ne donne pas toute l'étendue en fait, des possibilités qu'on peut sortir, bien entendu, avec ce modèle. On a fait des choix, par exemple les 2 scénarios, et à l'intérieur de chaque scénario, on a fait des choix de paramétrage, de type de données. On est plutôt prudent dans les hypothèses parce qu'on préfère
partir du bas pour après dire finalement on peut observer des effets un peu plus positifs, mais aussi un peu plus négatifs. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, et donc il faut savoir que voilà, là je vais vous montrer quelques sorties, mais en fait on pourrait s'amuser avec le modèle voilà, dans tous les sens si on voulait. Alors par exemple, ici vous avez la marge brute moyenne par cycle pour une parcelle de 4 hectares en valeur absolue. Donc en bleu, vous avez la marge brute témoin sans haies. Et puis après, vous avez les deux scénarios, donc production bois durable, donc j'ai appelé ici label, puisque c'est une production qui est labellisée. Et puis après, en gris, la marge brute est d'emprise, mais emprise dans le cas de figure où on a une haie avec le contrôle d'emprise, mais qui est relativement homogène, donc avec un effet quand même relativement positif par rapport à l'effet brisement. Donc, vous voyez que tout à l'heure, on avait les scénarios, les deux scénarios et en termes d'impact sur le rendement agricole qui se tenaient, qui étaient très proches. Mais finalement, quand on intègre les charges, et là, Eddy a montré qu'on avait une charge d'entretien qui était plus forte pour la haie d'emprise, puisqu'on intervient chaque année. Et dans le cas de la marge brute de la haie, avec le scénario production de bois durable, eh bien, donc là, on a une production de bois qui est intégrée, un coût d'entretien légèrement, enfin, moins important, mais un coût de gestion, par contre, qui est un peu plus important par rapport à l'autre cas de figure. Mais l'un dans l'autre, vous voyez qu'en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre même que pour 4 hectares, on a une marge brute production bois durable avec des hypothèses prudentes en termes d'interaction et d'effets microclimatiques qui reste légèrement au-dessus de la marge brute témoin sans haies. Si j'augmente la parcelle, si je passe à 16 hectares, tout à l'heure on a vu qu'il y avait un impact plutôt intéressant sur le rendement. Et effectivement, là on voit qu'il peut y avoir un effet qui va jouer peut-être sur 10 à 50 euros par hectare. Alors, peut-être petit bémol, on est sur un cas réaliste avec une rotation de 4 années. Alors, quand on est sur un cycle de 10 ans, eh bien forcément, ces 4 années, donc on va avoir 2 cycles de rotation entière, 2 fois 4 ans, donc 8 ans, et puis une demi-rotation pour arriver aux 10 ans. Et donc, du coup, on biaise un petit peu l'affichage des résultats. Prenez notamment le cycle de 20 ans, puisque là, au moins, on est au moins sur 5 rotations culture complètes dans les deux cas de figure. Et donc là, c'est plus facile à comparer. Et là, on voit effectivement qu'on a à peu près une cinquantaine d'euros de différence par hectare. Alors, si je prends en marge brute relative, le même type de résultat, mais cette fois-ci, donc, eh bien, on a à l'écran les marges brutes des deux scénarios et, puisqu'en fait, le chiffre 100, ça représente la référence de la parcelle agricole sans haies. Et donc, on voit qu'effectivement, là, en tout cas, dans les deux cas de figure, avec le jeu de paramètres qu'on a choisi, on est effectivement sur un résultat qui est positif. Alors, on n'est pas sur plus 20% de marge brute. Dans le premier cas, à 4 hectares, on est sur environ 2% en moyenne en plus, mais ça reste significatif. Et puis, on passe à 5% lorsqu'on est avec 16 hectares. Alors, il y avait la question, là, dans les paramètres, les données, par exemple, on a choisi d'avoir un prix de vente de la tonne de plaquettes humides, vertes, à 60 euros. C'est un peu les prix qu'on a eu pour les productions labellisées, puisque non labellisées, on est un petit peu inférieur. Là, on a pris 60 euros. On s'est posé la question, voilà, si on fait varier le prix de la plaquette, par exemple, si on passe à 70 euros, quel impact ça pourrait avoir? Vous voyez qu'en fait, l'impact, il est surtout significatif sur les cycles courts. Si vous prenez le cycle de 10 ans, là, on peut gagner 2 ou 3% effectivement en termes de rentabilité, alors que sur les cycles longs, finalement, le poids relatif en fait de la vente de la plaquette en fin de cycle est pas aussi important. Et ce qui va beaucoup plus jouer, là, en l'occurrence, c'est l'effet microclimatique et le gain, du coup, sur la culture en tant que telle. Alors,
voilà, l'idée, c'était pas de vous inonder avec tous ces scénarios, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup d'études de sensibilité. Donc là, dans le rapport, vous allez avoir d'autres exemples. Euh, En fait, on peut faire varier beaucoup de facteurs. On peut faire varier la productivité des haies. Là, on était parti sur 10 tonnes, mais on pourrait faire plus ou moins, on pourrait faire varier de 8 tonnes à 12 tonnes, par exemple, raccourcir les cycles. On peut travailler sur le prix de vente donc, du bois brut, comme je viens de vous le montrer, mais même en allant un peu plus que 70 par rapport à ce qui nous attend en termes de perspective, ce n'est pas tout à fait illogique. Un coût de gestion aussi, qui peut être plus ou moins important par rapport au linéaire de l'exploitation. Ça, c'est quelque chose qui va être important. On peut simuler les aides de la PAC, puisque là, on les a intégrées. On a une MAE, on a un bonus et avec l'éco-régime, on peut le travailler. On peut intégrer aussi une prime carbone, pourquoi pas, alors qui peut être soit à l'échelle de l'hectare, à l'échelle de la surface occupée par la haie, ou à l'échelle de la parcelle. Enfin, on peut avoir différents cas de figure en termes d'application de ces réglementations. On peut faire augmenter, bien entendu, les charges de mécanisation, augmenter le prix de l'énergie, augmenter le paiement pour les services environnementaux ou en créer des nouveaux adaptés à notre système. On peut également, et le modèle est paramétré pour ça, introduire des événements climatiques extrêmes qui peuvent jouer en faveur ou en défaveur du système avec et. On peut intégrer un événement négatif tous les X années, par exemple. Tous les 5 ans, on peut se dire, voilà, on a, comme cette année, ce qui risque peut-être d'arriver, une très grosse sécheresse, couplée avec une sécheresse hivernale et printanière, et qui fait qu'on peut avoir des phénomènes de compétition entre l'arboriculture qui risquent d'être très forts. Et voilà, donc ça, ce genre de choses, on peut le faire. Donc vous voyez que la combinaison un petit peu de tous ces paramètres font qu'on peut imaginer des scénarios défavorables, favorables ou moyens dans le scénario production durable de bois ou le scénario contrôle de l'emprise. Alors, par exemple, ici, juste une petite étude de sensibilité. Je reprends les mêmes paramètres que ce que je vous avais montré tout à l'heure par rapport à l'impact sur le rendement. C'est-à-dire, on fait varier un petit peu la surface de la parcelle avec la distance d'impact en nombre de hauteurs d'arbres par rapport à l'effet microclimatique. Et là, cette fois-ci, plutôt que le rendement, j'ai mis la marge brute comme indicateur. Donc ici, ça, c'est le résultat que je vous avais montré tout à l'heure par rapport au rendement. Et si maintenant je mets avec la marge, vous voyez que l'effet positif est plus important. Et on a une plage un petit peu donc, de surface et de distance en termes de hauteur d'arbre qui est plus intéressant. En gros, en fait, déjà avec un impact en nombre de hauteurs d'arbres de 9 à 10 fois la hauteur des arbres, on commence à avoir des marges qui sont intéressantes. Sur les toutes petites parcelles, voilà. Et là, effectivement, ça reste encore effectivement à discuter. Alors, dans les conclusions, et puis après, on va laisser la place un petit peu aux échanges, ce qui est important de signaler, c'est que c'est la première fois qu'on faisait ce type de travail où on intégrait les deux dimensions, agricole et bois, dans une parcelle avec haies. On n'a quasiment jamais vu, en fait, en termes de publication, ce type de travail. On a montré, je pense que là, avec les résultats, encore une fois, qui étaient assez prudents en termes d'hypothèses de production et hypothèses techniques et économiques, qui a un intérêt réel au niveau économique, à l'échelle de la parcelle, par rapport à une haie, et notamment une haie bien gérée. Et donc, malgré son emprise, on peut avoir un impact à la fois sur le rendement et le revenu du bois, qui peut permettre d'envisager une marge brute à l'hectare qui sera plus importante par rapport à un scénario sans haie. Ces résultats, encore une fois, sont la combinaison d'expériences de terrain, de suivis expérimentaux, et puis il y a une partie aussi, bien entendu, de calcul théorique. Des aléas sont possibles, qui peuvent contredire des résultats qui, là, pour le coup, sont forcément moyens. Je prends le cas, par exemple, d'une haie qui serait trop dense, qui laisserait peu passer le vent. Quand il y a des canicules, on peut avoir une surchauffe du fait qu'on n'a pas de circulation suffisante de vent à l'intérieur. Et à contrario, par exemple, quand il y a des gelées noires ou des gelées importantes, par exemple en vigne ou en maraîchage, mais également sur certaines grandes cultures,
eh bien, on peut avoir un effet protecteur de la haie jusqu'à une certaine distance, mais du fait de la circulation de l'air, on peut avoir une concentration du froid et des gelées à une autre partie de la parcelle. Des choses comme ça qui sont assez techniques et fines, qui dépendent de la topographie, du territoire, de la circulation des vents, voilà, d'un jeu de paramètres qu'on n'a pas intégré intégralement ici. Eh bien, voilà, ça existe et il faut le tenir compte, bien entendu, dans les scénarios et rester relativement prudent, en fait, hein, dans les scénarios qu'on fait. Dans les livrables du projet, eh bien, vous avez ce référentiel technico-économique qui est un gros travail et dont on a des références maintenant très solides par rapport à la question de l'entretien et la gestion des haies et qui va être actualisé donc, régulièrement. On a donc ce modèle qui va être téléchargeable sur le site. Donc, on est en train de rédiger là le tutoriel pour bien l'expliquer dans son utilisation. Le rapport de l'étude avec différentes études que je ne vous ai pas présentées ici. Et puis, on travaille sur un jeu de données pour l'enseignement agricole. Donc, voilà, ça, c'est pour les enseignants, donc, pour qu'ils puissent un petit peu jouer avec ce modèle et étudier un petit peu, approcher un peu l'intérêt ou non d'avoir des haies sur les parcelles. Donc, dans les perspectives, on va intégrer la prairie, mais notamment la prairie permanente, puisque là, on peut mettre de la prairie temporaire hein, dans le modèle, mais plus largement peut-être à d'autres systèmes de production. Là, je viens justement de parler de la vigne, par exemple, des cultures pérennes. Poursuivre l'acquisition de connaissances sur les effets microclimatiques de la haie, notamment en lien avec le type de haie. Donc, autant sur la partie référentielle technico-économique de la haie, là, on a quand même quelque chose d'assez solide, autant sur l'effet sur le rendement, là, il y a encore beaucoup de choses à apprendre et c'est un travail voilà, qu'il faut poursuivre et qui donne lieu d'ailleurs à des projets de recherche là, qui viennent de commencer. Les services rendus, là aussi, je l'ai dit et il faut le répéter, ça n'a pas été pris en compte ici et ça pourrait changer la donne en termes économiques sur certains aspects, notamment pour la partie des petites parcelles. Voilà, alors on peut citer carbone, biodiversité, la qualité de l'eau, etc. Les interactions sont souvent assez complexes et au niveau recherche, l'INRAE s'est souvent cassé les dents sur l'idée de monétariser hein, ces services, y compris pour le carbone, hein, d'ailleurs, alors qu'on entend beaucoup parler des primes carbone, en fait, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Donc ça pourrait nous amener à modifier un petit peu certaines conclusions hein, sur l'optimum de la maille. Ce qui est important de dire, c'est que le modèle qu'on a conçu, il n'est pas du tout prédictif. Hein. C'est un outil en fait pour nous aider à affiner l'importance de tel ou tel paramètre sur la rentabilité de notre projet. Dernière perspective aussi, ça serait de passer de la parcelle à l'exploitation agricole. C'est beaucoup plus complexe, mais voilà, ça serait un des objectifs, et pourquoi pas à l'échelle du territoire. Donc là, les perspectives en termes de transfert et de développement, l'idée, ça serait de travailler sur une version en ligne, non plus sur tableur, ce qui nous permettrait d'être beaucoup plus puissant en termes de simulation, de gestion de scénarios. Donc, on pourrait lancer plusieurs scénarios en même temps et de travailler de manière beaucoup plus fine en termes de projection de rendement, etc. Mettre à jour régulièrement le référentiel technico-économique, parce que là, ce qu'on vous a montré, c'est avec des prix 2021. Et vous savez comme moi que les prix ont beaucoup bougé là, depuis 2 ans. Donc là, ça va être un effort de réactualisation pour qu'on reste crédible par rapport aux sorties du modèle. Travailler sur l'ergonomie du modèle, notamment dans la production des résultats. Donc là, on est en train de finaliser ça, on est en train de finir de le toiletter pour le mettre en téléchargement d'ici le mois prochain. Et puis travailler sur des versions qui seront un jour transférables en fonction des publics cibles.